S'il y a bien un jeu sur lequel je reviens toujours, c'est Trackmania. Un grand classique pour probablement beaucoup d'entre vous. De mon côté, c'est une licence que je connais depuis 2008 avec Trackmania United Forever. Mais c'est surtout un jeu que j'ai redécouvert récemment, il y a quelques années puisqu'il est gratuit depuis 2020. C'est l'un des jeux les plus apaisants que je connaisse. Pourtant, je suis très loin d'être une bonne joueuse et j'ai jamais vraiment essayé de l'être. Pourquoi ? Justement, c'est une vraie question. Au-delà de mon expérience personnelle, factuellement, c'est un jeu qui a tout pour plaire, mais qui n'a su que temporairement atteindre son potentiel avant de retomber perpétuellement dans l'oubli. Porté par une communauté qui a exploité chacune des opportunités offertes par ce terrain de jeu, mais terni par un studio qui a multiplié les erreurs, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi tous les rats ont quitté le navire. Bienvenue dans l'anatomie d'une chute de Trackmania. Bon, au cas où vous ne connaissez pas le jeu, Trackmania, c'est un jeu de course. C'est joué principalement avec une voiture de F1, les contrôles sont très simples et intuitifs, 2 gâchettes, accélérer et ralentir, et un joystick pour la direction. Vous pouvez jouer clavier-souris, bien sûr, mais c'est assez peu commun dans le haut niveau. Ce qui est vraiment cool avec ce jeu, c'est que, contrairement à Counter-Strike, où tu passes des heures à pas toucher tes balles sans comprendre le concept de la dispersion, ou encore contrairement à LoL, où tu te prends des tornades de spells et où il faut une licence en summoner pour enfin comprendre quelque chose, Trackmania, tu prends du plaisir minute 1 de ton expérience de jeu. Tu commences par des campagnes pour débutants qui sont très accessibles mais sur lesquelles tu peux viser un temps plus ou moins compétitif. Le mode central du jeu, c'est un contre-la-montre. Toi et ta maîtrise du véhicule. Aucune collision avec les adversaires, donc globalement, ça réduit considérablement tes chances d'exploser l'écran. Moi, je vois vraiment Trackmania comme un ASMR, visuel, auditif, je roule et ça me détend. Je peux recommencer des maps en boucle sans me prendre la tête, c'est vraiment une expérience de jeu compétitif particulièrement saine. Et si, à première vue, c'est un jeu très simple, presque creux, c'est vraiment qu'à première vue. Moi, mon jeu préféré, c'est Rocket League, et la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur, j'ai envie de dire que ça saute aux yeux, c'est mécanique. Il y en a un qui touche difficilement le ballon, et l'autre qui jongle à l'infini sur tout le terrain, grossièrement. Trackmania, si je vous mets mon gameplay nul et celui d'un très bon joueur, vous allez voir la différence de chrono, et si vous connaissez un peu le jeu, vous verrez la différence, mais pour un novice, disons un spectateur lambda du jeu, c'est pas si évident que ça. Pourtant, si au début de cette vidéo, je vous ai expliqué les 3 touches principales, disons que c'était la vision simpliste. En réalité, de ces touches découlent pas mal de mécaniques, comme le drift par exemple, power drift, speed drift, grass slide, neo drift. Vous l'aurez compris, la capacité à déraper de la manière adaptée à la courbure du virage, ou bien à la surface sur laquelle on roule, ça par exemple c'est une vraie science. Pour continuer sur les touches, si sur le sol on comprend bien l'idée des déplacements, évidemment en l'air ça change un peu. On peut par exemple bloquer sa voiture dans une position en appuyant sur le frein, ce qu'on appelle stabiliser, pour avoir une meilleure retombée sur le sol, mais aussi ralentir, accélérer, tourner en l'air, autant de mécaniques que l'on apprend en pratiquant. Et puis enfin, pour ceux qui poussent encore un peu plus loin, une mécanique bien particulière en théorie comme en pratique, la gear. J'ai personnellement passé des années sans en avoir connaissance. Mais la voiture, bien que paramétrée de base comme automatique, fonctionne avec des vitesses. Ces vitesses sont régies par des paliers fixes de km/h pour passer à la vitesse supérieure. Choisir de passer ou non les bonnes vitesses au bon moment, c'est un art. Et comme tout ça n'est pas assez compliqué, tout change en fonction de la surface sur laquelle on roule. Dirt, herbe, tech, glace, ou encore ma préférée parce que je trouve le côté absence de frottement extrêmement satisfaisante, l'eau. Normalement, vous avez saisi l'idée, Trackmania, aussi simple et accessible que ça puisse paraître, ça a un potentiel de gameplay assez énorme. Comme on dit, easy to learn, hard to master. La force des grands jeux qui savent accueillir mais aussi retenir. Au-delà du gameplay pur, on peut s'amuser sur plein de modes de jeu différents, ajoutés au fil des années par l'éditeur. En ce moment, par exemple, tu peux jouer en campagne dans ton coin, et elle change avec de nouvelles maps assez régulièrement, mais tu peux aussi jouer en time attack ranked à 3 joueurs, en battle royale où le but est d'aller toujours plus loin que les autres équipes, ou encore au Cup of the Day qui se déclenche automatiquement pour créer une compétition amateur régulière. Pas mal, non ? C'est pas tout. La vraie force de Trackmania ne réside pas dans le contenu que le jeu propose, mais dans celui que les joueurs proposent. Donner aux joueurs les clés de leur divertissement, c'est toute la philosophie du jeu. Pour bien la comprendre, on va revenir un peu en arrière. Trackmania, c'est ce qu'on appelle une success story, et elle a pour protagoniste principal Florent Castelnerac. Au début des années 2000, Florent travaille chez le studio Nadeo sur un jeu de course très innovant, où l'idée n'est pas simplement de rouler le plus vite en conditions de rallye, comme le fait très bien Need for Speed à l'époque, mais de combiner jeu de course avec puzzle game. Il propose un jeu dans lequel le joueur devient designer, car pour réussir un niveau, il faut placer un nombre restreint de blocs dans la configuration optimale, puis rouler. Un concept novateur qui allie stratégie et agilité qui casse les codes bien établis des jeux de voiture. Et à ça, les éditeurs répondent non.
Personne ne croit au projet de Florent, c'est juste naze. Sauf qu'il n'est pas question pour Florent de laisser tomber. Et vous le comprendrez au fil de cette vidéo, il n'est pas du genre à se laisser faire. Alors il décide de distribuer le jeu quand même, en indépendant. Et c'est un gigantesque flop. Florent le dira lui-même, à sa sortie, le jeu comptabilise 50 joueurs, les 6 premiers mois de Trackmania sont un échec. La presse suit l'avis des éditeurs, un jeu de voiture puzzle sans collision, ce n'est pas un bon concept. Et en plus, il est moche. Mais Nadeo persiste et sort une version améliorée, Power Up. Et là, ça prend un peu plus. En fait, Trackmania, si je t'explique le concept à la va-vite, ça a l'air un peu ennuyeux. Pour l'apprécier, il faut le tester. Ce qu'il manquait à Trackmania, c'est des gens qui y croient. Et petit à petit, le jeu commence à tourner, à trouver un public. Les joueurs se retrouvent dans des forums et créent des compétitions entre eux sur des serveurs en ligne, des maps qu'ils partagent sur le site communautaire TM Exchange. Ils font vivre et grandir le jeu. Trackmania vit grâce à un petit groupe d'aficionados qui attire de plus en plus de passionnés. Pour citer Florent, le succès de Trackmania 1 est plein de chance. Il continue de sortir d'autres versions avec des nouveaux environnements graphiques, Bay, Coast, Island, et ça floppe encore. On finit même par sortir des versions avec des panneaux publicitaires pour assurer une rémunération au studio et limiter la casse. On pourrait se dire, au bout d'un moment, Florent, lâche le steak, ça ne prend pas. Mais non, et c'est l'opus suivant qui fera rentrer Trackmania dans une toute nouvelle ère, Trackmania Nations Electronic Sports World Cup. À l'époque, il y a une compétition, l'ESWC, qui propose une LAN française se voulant internationale, sur des jeux comme Counter-Strike, Quake, Gran Turismo 4 et bien d'autres. Et cette compétition aimerait bien accueillir Trackmania. Alors il demande à Nadeo de faire une version adaptée à l'e-sport. En 6 mois, les 12 employés de Nadeo sortent une version gratuite, limitée à un environnement, Stadium, jouable en ligne dans le but de devenir champion du monde. Et si c'est pas ça qui manquait à Trackmania, une vraie compétition. 200 000 joueurs téléchargent le jeu à sa sortie et quelques mois plus tard, Nadeo célèbre un total de 6 millions de téléchargements. Bon, ça reste un jeu gratuit rémunéré par la pub in-game, mais une chose est sûre, Trackmania a enfin la lumière qu'il mérite. Le jeu continuera d'être au programme de l'ESWC et on verra émerger les premières légendes du jeu. Dorian Karl Valer remporte la première édition et son cash prize de 13 000 $. Une belle somme pour l'e-sport de l'époque. Intéressé par le potentiel du jeu, le français Ubisoft rachètera le studio Nadeo au complet en 2009 pour l'élever au niveau supérieur. Pour Ubisoft, c'est un premier pied dans le jeu en ligne, nouvelle ambition du studio. Et pour Nadeo, c'est l'occasion d'entrer dans la cour des grands. Trackmania semble être sur la meilleure des lancées et on voit l'arrivée de personnalités qui viennent façonner son histoire. S'il y a bien un grand monsieur qui a marqué l'histoire du jeu, c'est lui. Du haut de ses 16 ans, ce jeune Canadien participe en 2012 à l'ESWC et finit derrière Spam et Twin, 3e. Une performance honorable, mais surtout le début d'une grande période de domination. Il ne laissera plus passer sa chance et finira champion du monde en 2013, 2014 et 2015. Vous l'aurez peut-être reconnu, Karl Anthony Cloutier, dit Karl Junior. Il a agressé là maintenant, il a aucune pression sur lui, il voit personne dans le rétroviseur. Attention à Karl Junior qui pour l'instant se balade bien, on a changé ici encore une fois d'adhérence. Karl Junior est en train de s'envoler clairement, attention peut-être à un retour de Kunz. C'est pas bien, attention le dernier virage et Karl Junior qui va sûrement devenir champion du monde à l'issue de ce virage, attention, attaque de Cutty pour l'intérieur. Karl Junior. À côté de cet e-sport, la communauté de ce qu'on appelle les mappeurs, ceux qui créent des courses, vit plus que jamais. Les mappeurs sont à Trackmania ce que les modeurs sont à Minecraft, la plus grande ressource du jeu. Et c'est cet atout qui mettra Trackmania encore plus sur le devant de la scène avec les ZRT Cup organisés par Zerator. Un cash prize modeste de 1000 $, mais des dizaines de milliers de spectateurs qui s'attachent au jeu. Les ressorts de la réussite de cet événement, un outil de mapping ultra permissif permettant à Zerator de mapper en direct des circuits accessibles à très techniques, avec des univers décorés à thème, de quoi faire des lives très sympas à suivre et donner de la visibilité au jeu. C'est simple, quand on regarde le nombre de joueurs de Trackmania 2020, le pic très net que l'on voit ici, c'est l'Ascension, le dernier tournoi organisé par Zerator en 2023. Peut-être un dernier run. On est reparti. Oh, j'en peux plus. Toujours pareil, on commence à être habitué. Ce début de carte où il va falloir être un peu précis sur le saut. Et ensuite, tout va quasiment. Le début de map va se jouer sur cette transition béton. Faites du bruit. Alors que Karl... J'ai rien entendu, faites du bruit. Alors que Karl et Rounan ou avec Gwen. Mais le problème c'est qu'il y a Artanir qui est là pour jouer les troubles fêtes. Il est là pour jouer les troubles fêtes. Gwen, Artanir et Karl Junior, ce sera peut-être l'un des trois qui finira. Si Gwen termine premier, comme c'est le cas actuellement, il gagnera la première édition de l'Ascension. Et Artanir. Mais Artanir est pas loin. Artanir est pas loin. Mesdames et messieurs, est-ce que Gwen passe? Et Artanir. Artanir pour l'instant premier. Artanir. C'est terminé. C'est Gwen. C'est Gwen qui gagne. C'est Gwen. C'est fini. C'est Gwen. Remporte l'Ascension. Trackmania a été propulsé d'un coup, mais a rapidement replongé pour revenir précisément à son état initial. Si ce fameux mapping a permis une visibilité aussi énorme, c'est aussi la première grosse erreur de gestion de Nadeo.
Trackmania 2 sort en 2013, 5 ans après Trackmania Nations Forever. Et pendant 5 ans, il s'en est passé du mapping. Alors forcément, quand Nadeo sort un nouveau jeu avec une légère refonte graphique, quelques blocs en plus et une nouvelle interface de mapping et de forum pour 10€, c'est qui tout double. Nombreux sont les joueurs qui n'ont jamais accepté cette version. Aujourd'hui encore, en regardant les statistiques des joueurs de la version actuelle de Trackmania et de celle de 2008, il reste quand même beaucoup de gens sur l'ancêtre. Un village d'irréductibles gaulois qui n'ont jamais accepté le changement, et c'est sans compter ceux qui jouent sur la version originale hors Steam. Globalement, Trackmania a perdu une grosse partie de ses plus grands fans entre ces deux versions qui ne synergisent pas. Un problème de communication peut-être, ou de compréhension du besoin des joueurs. Une vraie perte dans tous les cas de ceux qui créent le contenu. On le verra un peu plus tard, la façon dont Trackmania se rémunère pose aujourd'hui toujours problème. Et chouchouter ceux qui font vivre le jeu, c'est un peu le problème de Nadeo. Je vous parlais des mappeurs passionnés, mais il y a aussi les performeurs qui ont vécu quelques déceptions. Avant de parler du gros du sujet, l'éléphant e-sportif dans la pièce, on peut parler de sérieux problèmes de gameplay. Trackmania, comme je vous l'avais dit, c'est un jeu de time attack, de chrono. Le but ultime, c'est d'être le plus rapide sur un circuit. Alors quand on débute, on essaye de battre les médailles, mais quand on est vraiment bon, on essaye de battre des records. Une des grosses motivations à jouer, c'est de monter le leaderboard de chaque map du jeu, quitte à refaire le même parcours pendant des heures. Trackmania est un jeu déterministe, il n'y a pas d'aléatoire. En faisant les mêmes inputs que le World Record, on fait forcément le World Record. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est une énorme différence avec beaucoup de jeux compétitifs, dans le sens où la seule variable d'une course, c'est le chronomètre des autres joueurs. Et selon moi, c'est ce qui fait le succès de Trackmania, et ce qui le rapproche même du milieu du speedrun. Trackmania est construit d'une manière qui encourage les joueurs à s'améliorer. Si on prend la théorie de l'auto-efficacité de Bandura, Trackmania coche toutes les cases. Selon cette théorie, il y a 4 facteurs qui motivent l'humain. L'expérience active de maîtrise, être confiant sur ses capacités à s'améliorer, l'expérience vicariante ou indirecte, voir que les autres arrivent à faire mieux, la persuasion verbale, recevoir un feedback positif, et l'état physiologique et émotionnel, ressentir du plaisir lorsqu'on atteint son objectif. Si on vulgarise et on applique ça au jeu, le système de leaderboard donne un objectif concret de ce qui est faisable et pousse tous les joueurs mutuellement à atteindre le temps optimal. Savoir qu'un joueur a fait mieux, ça motive à progresser toujours plus. Et d'un point de vue personnel, le chrono qui indique à chaque checkpoint où on se situe par rapport à notre meilleure performance, c'est aussi une mécanique de motivation très persuasive qui nous encourage à améliorer chaque segment indépendamment pour finir avec un temps global amélioré, et tout ça sur chaque map. Le sentiment de refaire encore et encore les mêmes mouvements, mais très légèrement mieux, même si c'est pour gratter une milliseconde symbolique pour voir apparaître ce fameux PB, Personal Best, c'est affreusement satisfaisant. Dans un jeu aussi juste, aussi gratifiant, nombreux sont les joueurs qui essayent d'atteindre la perfection. Le problème, c'est évidemment quand certains trichent. Le 23 mai 2021, Virtual, un joueur et créateur Trackmania, publie une vidéo mettant en évidence les abus de plusieurs World Records, notamment Riolu, qui aurait utilisé un logiciel pour ralentir le jeu et optimiser à un niveau de détail anormal ses trajectoires. Je vais pas rentrer dans les détails de ce sujet, vous pouvez aller voir sa vidéo, mais ce que je veux souligner ici, c'est que cette affaire concerne l'ensemble des opus de Trackmania et qu'il aura fallu qu'un créateur à 1 million d'abonnés prouve cette triche pour que Nadeo intervienne. Depuis, Riolu a disparu des radars et Florent a communiqué 2 mois après la vidéo sur une analyse poussée des records pour invalider ceux concernés par la triche. Une histoire qui restera à jamais en suspens, ils sont en vacances. Enfin, c'est ce que j'avais prévu de vous raconter, mais pendant que je montais cette vidéo, une tornade est passée. Encore une fois, vous pouvez suivre toute cette histoire sur la chaîne de Virtual, mais je vais vous résumer les grandes lignes. Riolu avait disparu de la surface suite à la découverte de sa triche. Mais en réalité, il agissait sur de multiples comptes en masquant son identité. Après une énorme investigation de Virtual, les preuves et les comptes ont été remontés à Nadeo qui a rapidement réagi et à son tour inspecté les comptes et les logins. Selon Virtual, Riolu serait banni définitivement. Florent a annoncé que tous les records ont été entièrement supprimés. Il leur a fallu du temps et beaucoup d'aide de la communauté, mais ils ont enfin réagi. Le sujet est clos. On ne peut pas en dire autant d'une autre grosse discorde chez les joueurs Trackmania, les Action Keys. En 2021, Trackmania s'attaque à un problème d'équilibrage du jeu. Si la plupart des bons joueurs jouent manette, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre la gestion des inputs entre un joystick et un clavier. Par essence, le joystick c'est un signal analogique, c'est-à-dire qu'il peut varier entre de nombreuses valeurs de direction. Le clavier, lui, c'est un signal numérique, 2 valeurs, appuyer ou ne pas appuyer sur gauche ou droite. Alors évidemment, il existe des claviers dits analogiques, qui prennent en compte qu'on appuie plus ou moins sur la touche, mais ça restera toujours plus compliqué à doser qu'un joystick. Et acheter une manette ou un clavier analogique, c'est pas dans le budget de tout le monde. Donc pour permettre un accès plus équilibré aux joueurs, quel que soit leur budget périphérique, Nadeo met en place les Action Keys. En gros, ils ajoutent la possibilité aux joueurs d'utiliser des touches comme tourner à 10%, tourner à 20%, tourner à 30%, etc. jusqu'à 100%. Et là, il y a une grosse partie de la communauté qui est pas d'accord.
Le jeu étant déterministe, il suffirait plus que d'apprendre par cœur quel bouton appuyer à quel endroit pour atteindre certains chronos. En gros, on joue plus du tout au même jeu. Un an plus tard, Nadeo revient partiellement sur cette mise à jour et réduit le nombre d'action keys de 10 à 5 pour limiter les abus. Mais cette option suscite encore aujourd'hui beaucoup de mécontentement. Et pour cause, les action keys, c'est une façon de rendre certaines parties du jeu qui demandent un haut degré de précision de direction, comme le bobsleigh ou la dirt, beaucoup plus faciles, beaucoup moins ratables. Elles ont également pour but de rendre certaines voitures plus maniables, comme la rallye et la snow, qui demandent une gestion très douce des inputs. Stratégiquement, si le sujet des action keys fait débat dans la communauté, on est en droit de se demander si foncièrement c'était une bonne idée. Parfois, quand on est passionné par un jeu, on a tendance à se plaindre de certaines simplifications qui effacent nos efforts pour arriver à un tel niveau de maîtrise. Mais il faut garder en tête que ce genre de mesure, ça a pour but de rendre le jeu plus accessible, de pousser de nouveaux joueurs, quel que soit leur matériel ou leur niveau, à jouer, à renouveler une audience pour un jeu en perte de vitesse. Donc, bonne décision ou non, c'est assez difficile à dire. Si une décision améliore l'expérience de 80% des joueurs les plus nuls, mais déçoit 20% des plus forts, est-ce que c'est une bonne décision ? Passons au nerf de la guerre, j'ai encore 2 sujets bouillants sur le feu et on monte sérieusement en température. Le modèle économique du nouveau Trackmania. Après avoir vendu plusieurs jeux à quelques dizaines d'euros, pour Trackmania 2020, on change de modèle pour passer à de l'abonnement. Ils sont passés d'un frais fixe de 10 à 40 euros le jeu à du free-to-play avec un abonnement annuel de 10 à 30 euros. Puis dernièrement, à un free-to-play avec abonnement unique de 20 euros. À la base, l'accès gratuit était assez restreint, mais en 2023, Nadeo lâche un peu de laisse sur les modes de jeu. Finalement, un joueur gratuit peut jouer en Ranked, au mode Battle Royale, aux 10 premières maps de la campagne et au Weekly Short. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, l'abonnement, c'est plus tellement à la mode. Hormis les MMO comme Dofus ou WoW, soit t'achètes le jeu, soit on te propose un free-play avec des options payantes. Mais ce qui est important, c'est que les options payantes sont des fonctionnalités très facultatives, comme des skins, et on mise sur un pourcentage de joueurs qui mettent plein d'argent. Et surtout, on ne limite pas le gameplay, on veut s'assurer d'avoir toujours plus de joueurs. Trackmania n'a pas voulu faire comme la norme, et force est de constater que même si l'abonnement annuel de 20 euros rapporté au mois c'est pas énorme, c'est une sacrée barrière pour beaucoup. Personnellement, j'aime bien lancer quelques sessions Trackmania de temps à autre parce que c'est un excellent jeu pour se détendre, mais j'ai pas forcément envie de lâcher 20 euros chaque année quand l'envie me prend. Et on va pas se mentir, le jeu sans abonnement est assez limité puisqu'il donne pas accès au contenu communautaire. C'est quand même un peu paradoxal, non seulement de faire payer ce que l'éditeur n'a pas créé, mais en plus de limiter l'accès à la plus grande force du jeu, l'édition des maps. Alors bien sûr, un jeu ça a des coûts et il faut bien qu'il soit rentable, mais ce nouveau modèle économique est un entre-deux un peu curieux. On demande à des joueurs qui achetaient un jeu 10 à 40 euros de le payer 20 euros tous les ans. Un changement de modèle qui a pu faire fuir de nombreux joueurs et si cette décision vous paraît douteuse, sachez que celles qui vont suivre sont pires, car elles ont fait fuir les plus gros joueurs de Trackmania. Laissez-moi vous parler de la gestion chaotique de l'e-sport. Il y a de quoi parler des années, de tous les formats critiqués, tous les événements laissés à l'abandon, des LAN qui passent d'une année sur l'autre de la scène de la Paris Games Week à un local LDLC sans public, mais je vais me concentrer sur les plus grandes déceptions de cet e-sport à fort potentiel. Les derniers formats compétitifs sont vivement critiqués par les joueurs, notamment Papou qui s'est carrément reconverti en tant que joueur Super Smash Bros Ultimate. Voici quelques décisions farfelues qui ont rongé les esprits des joueurs professionnels de Trackmania. Imaginez une compétition en solo où chaque placement en fin de run rapporte des points. Ça paraît pertinent, mais la petite surprise concoctée par Nadeo en 2019, c'est que les maps 3 à 6 sont en format hardcore. Les 8 derniers joueurs perdent tous leurs points. En gros, on peut avoir été premier 5 fois de suite, si on se retrouve dans la mauvaise moitié de tableau sur la dernière map, c'est perdu. Et un crash sur Trackmania, ça arrive. But the big loser of this map is Roland. The Austrian player for Team Pulse is going to lose out on 13 precious points, which will put him down very, very far back into the step ranking again. He only gets 2 points for his 12th place, so that is really, really going to be unfortunate. Une erreur anecdotique ? Non. Autre fourberie, l'année suivante, le format prévoyait un multiplicateur à chaque round. Gagner le dernier round, multiplier les points par 5. Toujours aussi frustrant. That is huge for Scrappy. By less than 100, then Scrappy gets the 4x. That's over 240 points total. He got the 5x last week, now he gets the 4x. Ces formats instables, stressants et j'ose le dire injustes, c'est l'ultime point de cassure entre les pros et l'éditeur. Et Papou n'est pas le seul. Dernièrement, on note le départ de Carmine Corp, bien que champion du monde en 2023, Team BDS, Team Go, Alliance, Otak et Bren ont également annoncé retourner à une vie normale. Aucun des acteurs de Trackmania n'est confiant sur l'avenir. En 2023, Trackmania annonce que Nadeo n'organisera plus de championnat et donc l'arrêt de l'e-sport. Il souhaite se reconcentrer sur le développement du contenu. Pourtant, la compétition est bien de retour en 2024, cette fois produite par Ubisoft et Webedia. La communication de Trackmania est vraiment particulière, annoncer une fin de production avec des remerciements qui sonnent comme des adieux pour finalement revenir. Dans la sphère privée également, les signaux sont mauvais.
Déjà, en 2020, Numérama sortait un article sur du harcèlement moral dans les studios de Nadeo, et plus particulièrement un comportement problématique de Florent Castanérac. Je vous laisserai voir l'article en description, mais les scènes rapportées font froid dans le dos. Papou lui aussi parle de menaces auprès des joueurs. Il nous menaçait de fermer la ligue si nous n'étions pas contents et satisfaits. Vous vous doutez donc qu'on a dû se taire, courber les chines et faire avec. Une ambiance donc délétère sur la communication, même en interne. Cette scène affreusement instable, constamment en changement, est pourtant toujours active. Cette année, plusieurs tournois ont déjà été annoncés ou sont en cours, Red Bull Faster, fraîchement remporté par Carl Jr., ou le retour des championnats du monde en format 2v2. Mais on se demande encore et toujours combien de temps ça va tenir. Mais soyons positifs, il y a des raisons de l'être. Il y a quelques mois, le 17 décembre précisément, Trackmania annonce un nouveau mode de jeu. Un mode qui repose sur sa communauté et lui fait enfin confiance. 5 circuits par semaine issus de mappeurs communautaires dont les temps sont chassés par des dizaines de milliers de personnes. Un renouveau continu qui puise sa source dans ses joueurs les plus passionnés. Encore mieux, ces maps sont soumises aux tests des joueurs. Par curiosité, j'ai été dans ces serveurs tests et je savais que la communauté Trackmania était un exemple de bienveillance, mais voir tous ces gens s'entraider dans la création du jeu, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment beau. L'impression pour les joueurs d'être enfin écoutés et récompensés lorsque leur création est sélectionnée dans les maps de la semaine. Et ça, je pense que pour l'avenir, c'est bon signe. C'est d'ailleurs évident, quand on se balade dans les contenus communautaires, j'ai rarement vu une communauté aussi créative. Encore aujourd'hui, les créateurs regorgent d'idées pour proposer toujours plus de nouveautés, comme les très satisfaisantes maps Press Forward, où il suffit d'appuyer sur Avancer et de voir ce qui se passe. Un petit plaisir coupable et spectaculaire dont on ne se lasse pas. Les maps RPG où l'on cherche son chemin dans un immense labyrinthe, où l'on aime se perdre pendant des heures à la recherche de la trajectoire optimisée pour finalement chercher à battre des records en transformant ces heures en minutes. D'ailleurs, je trouve que c'est une mécanique de mémoire assez impressionnante. Tester tous les recoins, toutes les possibilités du labyrinthe et finir par prendre le meilleur chemin sans commettre aucune erreur pendant une aussi longue durée. Et comment ne pas mentionner l'incroyable technicité des maps kaki que des centaines de joueurs tentent de vaincre des semaines durant à l'input près, en atteignant la perfection mécanique. Le niveau est tellement élevé que le but est simple, finir la map. Et croyez-moi, ce n'est pas à la portée de tous. Pour moi, Trackmania a tout d'un jeu inépuisable, mais il manque de reconnaissance, de gens qui y croient. Car beaucoup de ceux qui s'y sont essayés se sont refroidis au fil des trajectoires d'un studio qui manœuvre à l'aveugle. Ne pas exploiter le potentiel offert par ses créateurs, décevoir ses mappeurs, ses performeurs et sa scène e-sport, nombreuses sont les erreurs de parcours sur la route de Trackmania. Finalement, je pense que là où Nadeo a failli, c'est sa communication avec sa plus grande force, sa communauté. Samuel Beckett le résume très bien, réfléchir, c'est écouter plus fort. Et si l'on est optimiste, Nadeo est sur la bonne voie.